60 hectares de terre fertile, des clôtures blanches impeccables qui brillaient sous le soleil, des granges qui semblaient tout droit sorties d'un magazine de luxe rural. C'était le type de propriété qui ferait arrêter n'importe qui au milieu de la route juste pour l'admirer. Mais quand sa famille a décidé de tout voler, il ne savait pas du secret enfoui à la page 47 du testament du père. Un secret de 10 millions de dollars qui transformerait cette tentative de vol en la plus grande humiliation de leur vie. Rencontrer Sarah Moreau, 32 ans. Une femme qui n'a jamais imaginé qu'elle devrait se battre pour son propre héritage contre sa propre famille. Elle a grandi dans cette ferme. Chaque clôture, chaque grange, chaque centimètre de cette terre gardait les souvenirs des après-midi passés à travailler aux côtés du père. C'était un homme simple, peu de paroles. Mais ses mains calleuses ont construit cet empire rural à partir de rien. Et quand le cancer l'a finalement vaincu, il y a à peine 6 mois, il a tout laissé à elle. Pas parce que les frères et neveux n'existaient pas, mais parce que Sarah était la seule qui était restée. La seule qui se levait à 5 heures du matin pour nourrir le bétail. La seule qui a annulé ses plans d'université pour prendre soin de lui dans ses dernières années de vie. Mais la famille avait d'autres plans. 2 jours après les funérailles, ils sont apparus. Le frère aîné du père, oncle Henri, est arrivé dans une camionnette noire brillante, accompagné de ses 3 fils adultes. Tous vêtus de vestes en cuir trop chères pour quelqu'un qui prétendait avoir besoin d'aide. Sarah les a reçus sur la véranda, les yeux encore gonflés d'avoir tant pleuré. Elle pensait qu'il venait offrir du soutien, que peut-être il voulait partager les souvenirs du père. Quelle naïveté! Nous devons parler de la ferme, a dit Henri, sans même accepter le café qu'elle lui avait offert. Sa voix était froide, calculatrice. Ses yeux parcouraient de la propriété comme un prédateur évaluant une proie. Quoi à propos de la ferme? A demandé Sarah, sentant une boule dans son estomac. Votre père n'était pas sain d'esprit ces derniers mois. Ce testament ne vaut rien. Henri a marqué une pause, laissant les paroles coupées profondément. Cette propriété appartient à la famille Moreau. Nous allons poursuivre pour annuler tout cela. Les paroles sont tombées comme des pierres. Sarah a senti ses jambes fléchir. Comment pouvait-il dire ça? Le père était lucide jusqu'au dernier jour, prenant des décisions, révisant des documents avec l'avocat. Mais Henri n'était pas intéressé par les faits. Il avait déjà engagé des avocats. Il avait déjà parlé à des juges qui étaient des amis d'enfance. Il avait déjà un plan pour transformer cette ferme en lotissement urbain et faire des millions. Vous ne pouvez pas faire ça, a murmuré Sarah, la voix tremblante. C'est déjà fait, a répondu l'un des cousins, Julien, avec un sourire cruel. Les papiers ont été déposés hier. Vous avez 2 semaines pour partir. Et puis ils sont partis, laissant un nuage de poussière et de désespoir. Dans les jours qui ont suivi, la vie de Sarah s'est transformée en cauchemar. Les avocats d'Henri étaient impitoyables. Ils ont contesté chaque détail du testament. Ils ont allégué que le père était sous l'influence de médicaments, que Sarah avait manipulé un homme âgé et malade, qu'elle était une profiteuse, une parasite qui s'était infiltrée dans la vie d'un homme mourant pour voler ce qui n'était pas le sien. Les mensonges se sont propagés dans la petite ville comme un feu dans l'herbe sèche. À l'église, les gens détournèrent le regard quand Sarah passait. Au marché, les conversations s'arrêtaient abruptement quand elle entrait. Des chuchotements venimeux la suivaient partout. Elle a toujours été bizarre, vivant là-bas toute seule avec le vieux père. Elle a dû le forcer à signer ses papiers. La vraie famille devrait garder tout. Sarah a essayé d'expliquer. Elle a essayé de montrer qu'elle avait pris soin de son père avec amour, pas par intérêt. Mais personne ne voulait écouter. Henri avait planté les graines du doute avec maestria. Il avait donné de l'argent à l'église. Il a payé les verres au bar local. Il a raconté des histoires émouvantes sur la façon dont le frère avait été kidnappé par sa propre fille ces dernières années. La pression était insupportable. Sarah se réveillait au milieu de la nuit avec des crises de panique. Elle regardait la ferme qu'elle aimait et ne voyait que de l'incertitude. Et si elle perdait tout? Et si les juges croyaient les mensonges? Elle n'avait pas d'argent pour des avocats chers. Elle n'avait pas de connexion politique. Elle n'avait rien d'autre que la vérité, et la vérité semblait ne pas avoir d'importance. C'est alors que l'humiliation publique a vraiment commencé. Henri a organisé une réunion à la mairie, invitant toute la communauté. Il a présenté des documents, des photos anciennes, des arbres généalogiques. Il a transformé cela en un spectacle. Sarah était assise au fond de la salle, seule, tandis que des dizaines de personnes écoutaient Henri peindre son père comme une victime sénile, et elle comme une femme calculatrice et manipulatrice. « Mon frère a construit cette ferme avec du sang et des sueurs », a déclaré Henri, la voix chargée d'émotion. Et maintenant, cette femme veut voler l'héritage de notre famille, l'héritage des Moreau. Mais nous ne le permettrons pas. La justice sera faite. Les applaudissements ont résonné dans la salle. Sarah a senti les larmes brûler ses yeux. Comment cela pouvait-il se produire? Comment un mensonge pouvait-il être si puissant? Elle a quitté cette réunion détruite. Elle est retournée à la ferme vide, a marché dans les granges silencieuses,
s'est assise sur la véranda où le père avait l'habitude de prendre un café dans les froides matinées. Et pour la première fois, elle a pensé à abandonner. Peut-être que ce serait plus facile de partir, recommencer ailleurs, laisser Henri et les cousins transformer cette terre bien-aimée en un autre projet sans âme. Mais ensuite, quelque chose a changé. 3 jours après la réunion humiliante, Sarah organisait les documents de son père, se préparant à remettre tout aux avocats d'Henri quand elle a découvert. Mais alors, quelque chose a changé. 3 jours après la réunion humiliante, Sarah organisait les documents de son père, se préparant à tout remettre aux avocats d'Henri quand elle a trouvé un vieux dossier au fond du placard du bureau. Un dossier de cuir marron, usé par le temps, avec les initiales de son père gravées devant. À l'intérieur, il y avait des documents qu'elle n'avait jamais vus, des contrats anciens, de la correspondance avec les banques, et une lettre écrite à la main par son père, datée de 2 semaines avant sa mort, adressée à elle. « Ma chère Sarah, si tu lis ceci, c'est parce que je suis déjà parti. Et c'est parce que la famille a essayé de te prendre ce qui t'appartient de droit. Je connaissais mon frère trop bien pour ne pas prévoir cela. C'est pourquoi j'ai pris des précautions. » Sarah tenait la lettre avec des mains tremblantes. Son cœur s'accéléra. Parce qu'il y a des choses mal que la famille ne sait pas. Des choses que même toi, tu ne sais pas. Cette ferme n'est pas seulement de la terre et des granges. Il y a une fiducie, Sarah. Une fiducie de 10 millions de dollars que j'ai créée au fil des années, en investissant chaque sou qui me restait. Henri et les autres pensent que cette propriété est tout. Mais ils se trompent, et tu dois trouver le bon avocat. Pas l'avocat de la ville. Cherche Maître Philippe Durand, à Lyon. Il a tous les documents. Il connaît la vérité. Sarah a lu la lettre 3 fois, sans pouvoir traiter les mots. 10 millions de dollars? Une fiducie secrète? Son père n'en avait jamais parlé. Elle a toujours pensé que la ferme était tout ce qu'il avait. Une vie simple, honnête, gagnée à la sueur du front. Mais elle se trompait. Les mains tremblant toujours, Sarah a pris le téléphone et a composé le numéro qui figurait sur la lettre. Un cabinet à Lyon. Une secrétaire a répondu. Cabinet de Maître Philippe Durand, comment puis-je vous aider? Sarah a respiré profondément. Pour la première fois depuis des semaines, elle a senti quelque chose au-delà du désespoir. Elle a senti une étincelle d'espoir, une étincelle de juste colère, une soif de vengeance. Mon nom est Sarah Moreau. Mon père m'a dit de chercher Maître Durand. C'est à propos d'une fiducie. Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne. Puis la secrétaire a répondu, d'un ton que Sarah ne pouvait pas déchiffrer. Mademoiselle Moreau, Maître Durand vous attendait. Il a dit que lorsque vous appelleriez, vous deviez prendre rendez-vous en urgence. Quand pouvez-vous venir à Lyon? Demain, a répondu Sarah, sans hésiter. Parfait. À 10 heures du matin. Et Mademoiselle Moreau, s'il vous plaît, apportez des documents d'identité et le testament original. Maître Durand a dit qu'il y a quelque chose de très important que vous devez savoir. Sarah a raccroché et a regardé par la fenêtre. Dehors, la ferme brillait sous le soleil de l'après-midi. Les champs dorés, les granges fières, les clôtures blanches, tout ce pour lequel son père avait travaillé, tout ce pour lequel elle avait lutté. Et maintenant, enfin, elle avait une arme. Henri et les cousins pensaient avoir gagné. Ils pensaient que la pauvre Sarah était vaincue, humiliée, prête à abandonner. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait venir. Ils n'avaient aucune idée que l'homme qu'ils appelaient sénile, manipulé et faible, avait orchestré la protection parfaite pour sa fille. Sarah a rangé la lettre dans son sac, avec tous les documents du dossier de cuir. Le lendemain matin, elle s'est réveillée à 5 heures, comme elle le faisait toujours. Elle a nourri le bétail. Elle a vérifié les granges. Elle a pris soin de la terre qu'elle aimait. Et puis, elle a enfilé ses plus beaux vêtements et monté dans la vieille voiture de son père et est partie pour Lyon. C'était un trajet de 3 heures. 3 heures pour penser. 3 heures pour traiter. 3 heures pour se préparer à ce qui allait suivre. Parce que Sarah Moreau ne le savait pas encore. Mais sa vie était sur le point de changer complètement. Ce que Maître Philippe Durand avait à révéler n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de justice. C'était une question de vérité. C'était un père qui aimait sa fille si profondément qu'il avait passé des années à construire une forteresse invisible autour d'elle. Et quand Henri Moreau découvrirait la vérité, quand lui et ses fils arrogants verraient ce qui était vraiment caché dans ce testament, à la page 47 que personne n'avait eu la patience de lire complètement, leur humiliation serait absolue. Mais cela, eh bien, nous ne le découvrirons que lorsque Sarah ouvrira la porte de ce cabinet à Lyon et entendra les paroles que l'avocat gardait depuis des mois. Des paroles que son père a tenu à faire enregistrer, protéger, incontestables. Des paroles qui transformeraient ce différend sur la ferme en la plus grande leçon d'humilité que la famille Moreau n'ait jamais reçue. Avant de révéler le contenu complet, a commencé l'avocat d'une voix calme et délibérée, je dois clarifier quelque chose d'important sur la volonté du défunt monsieur Moreau. Les frères se sont regardés. Julien a souri avec confiance. L'un des cousins s'est passé la main dans les cheveux,
comme s'il imaginait déjà la vie de luxe qui était sur le point de commencer. L'oncle Henri tapotait des doigts sur la table, impatient. « Votre père, » a continué l'avocat en regardant directement Sarah, « était un homme d'une vision extraordinaire. Il connaissait profondément chaque membre de cette famille. » Marcus a interrompu avec impatience. « Oui, nous le savons. Pouvez-vous aller droit au testament ?» L'avocat ne s'est pas déstabilisé. Il a tourné une page lentement, comme s'il savourait chaque seconde de la tension qui remplissait la salle. « Très bien. Commençons par la propriété principale. La ferme de 60 hectares, y compris tous les bâtiments, équipements agricoles et le bétail. » Julien a presque sauté de sa chaise. « Oui, enfin, nous allons pouvoir vendre cet endroit vieux et diviser l'argent. La ferme, a dit l'avocat fermement, élevant légèrement la voix, appartient entièrement et sans condition à Sarah Moreau. » Le choc a été instantané. Julien a pâli. L'un des cousins a poussé un cri étouffé. L'oncle Henri s'est levé de sa chaise si brusquement qu'elle a presque basculé. « C'est ridicule !» cria Julien. « Elle n'est guère plus qu'une employée. Nous sommes les vrais héritiers. »« S'il vous plaît, asseyez-vous » ordonna l'avocat avec une autorité inattendue. « Je n'ai pas encore terminé. » Sarah sentit les larmes commencer à se former au coin de ses yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Son père ne l'avait pas oublié. Il l'avait protégé. « Outre la ferme, » continua l'avocat, maintenant d'un ton qui portait du poids, « il existe une deuxième disposition. Une que votre père a mise en place il y a 15 ans, quand Sarah n'était qu'une adolescente. » 15 ans. Sarah fronça les sourcils. Elle n'avait que 32 ans maintenant. Cela signifiait que son père avait planifié cela quand elle n'avait que 17 ans. « Votre père a établi une fiducie irrévocable, » dit l'avocat, et maintenant ses paroles résonnaient lourdement dans le silence de la salle. Une fiducie conçue spécifiquement pour protéger Sarah de toute tentative de manipulation ou de contrôle de la part d'autres membres de la famille. Marcus rit avec mépris. Une fiducie ? Probablement quelques milliers de dollars pour l'université. Grande affaire. L'avocat regarda Marcus avec une expression qui frôlait la pitié. La valeur actuelle de la fiducie, dit-il lentement, laissant chaque mot résonner, est de 10 300 000 dollars US. Le silence qui suivit était assourdissant. 10 millions. Sarah ne pouvait pas respirer. 10 millions de dollars ? Son père avait économisé 10 millions de dollars pour elle ? Julien était debout à nouveau, le visage rouge de rage. C'est impossible. Il n'avait pas autant d'argent. Vous mentez. Monsieur Moreau, répondit l'avocat avec une froideur tranchante, a investi sagement au fil des décennies. Immobilier, actions, obligations d'État. Il a vécu simplement non pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il a choisi d'investir dans l'avenir de sa fille plutôt que d'afficher sa richesse. Cela avait du sens. Sarah se souvenait de son père refusant d'acheter des choses extravagantes, conduisant le même vieux camion pendant des années, portant des vêtements simples. Tous dans la famille l'avaient toujours moqué pour être radin, mais il n'était pas avare. Il construisait une forteresse financière. Il bâtissait sa liberté future. Et il y a plus, dit l'avocat. Le testament inclut une lettre personnelle que votre père a écrite pour Sarah. Avec votre permission, je vais la lire maintenant. Sarah hocha la tête, incapable de parler. L'avocat sortit une enveloppe jaunie de la chemise. La calligraphie sur le devant disait simplement « Pour ma chère fille Sarah, quand elle en aura le plus besoin ». Il ouvrit l'enveloppe et commença à lire d'une voix grave et douce. « Ma chère Sarah, si tu entends cette lettre, cela signifie que je suis parti. Et cela signifie aussi que mes pires craintes se sont réalisées. Ma famille t'a montré son vrai visage. Ils ont essayé de prendre ce qui t'appartient. Ils ont essayé de te faire sentir petite, indigne, sans valeur. Mais j'ai toujours su, ma fille, que tu es la seule personne dans cette famille qui a hérité ce qui compte vraiment. La bonté, l'intégrité et un amour vrai pour la terre. La ferme n'est pas juste de la terre. C'est le travail de 3 générations. C'est du sang, de la sueur et du sacrifice. Et je ne pouvais pas la laisser aux mains de ceux qui ne voient que des signes de dollars. Toi, Sarah, tu vois le lever du soleil sur les champs. Tu vois la vie dans les animaux. Tu comprends ce que signifie appartenir à un lieu. Quant à l'argent que j'ai mis de côté pour toi, utilise-le avec sagesse. Non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour vivre avec dignité et liberté. Tu n'auras plus jamais besoin de dépendre de quelqu'un qui ne te respecte pas. Tu n'auras plus jamais à supporter l'humiliation de gens qui devraient t'aimer. Et à mes autres enfants et parents, si vous écoutez ceci, sachez que j'avais mes raisons. Vous avez choisi la cupidité où devrait y avoir l'amour. Vous avez choisi l'égoïsme où devrait y avoir la famille. Que ceci vous serve de leçon. Avec tout mon amour éternel, papa. Sarah pleurait ouvertement maintenant. Pas des larmes de douleur, mais de libération. Son père avait tout vu. Il avait tout prévu. Même dans les semaines les plus sombres, quand elle se sentait complètement seule, il avait été là, à travers le temps, la protégeant. Julien était debout, criant. « C'est de la fraude.
Nous allons contester. Aucun tribunal n'acceptera cela. L'avocat rangea la lettre soigneusement. Vous pouvez essayer. Mais je dois vous avertir que la fiducie est irrévocable et a été établie avec des conseils juridiques impeccables. Toute contestation entraînera non seulement un échec assuré, mais aussi des frais juridiques considérables à votre charge personnelle. Il fit une pause, regardant autour de la salle. De plus, il y a une clause supplémentaire. Tout membre de la famille qui essaie de contester le testament sera automatiquement déshérité de tout avantage résiduel, y compris les petites sommes destinées à chacun de vous. Julian devint livide. Petite somme? Combien? 5 000 $ chacun, dit l'avocat sans émotion. Une somme symbolique que votre père a laissée comme dernier geste, mais seulement si vous respectez ses volontés sans contestation. 5 000 $, après des semaines à prédire qu'ils se partageraient des millions, après toute l'arrogance et la cruauté, voilà ce qu'il recevait. L'ironie était exquise. L'oncle Henri fut le premier à partir, claquant la porte si fort que les cadres tremblèrent sur les murs. Julien le suivit, sanglotant dramatiquement, criant contre l'injustice et le favoritisme apparent. Un des cousins resta en dernier, regardant Sarah avec une haine si pure qu'elle faillit reculer. « Tu crois que tu as gagné ?» dit-il d'une voix basse et venimeuse. « Mais tu seras toujours la fille qui a eu besoin de la charité de son père mort. » Sarah le regarda directement pour la première fois en plusieurs semaines. Et quand elle parla, sa voix était calme, ferme et chargée d'une dignité nouvellement découverte. « Non, j'ai toujours été la fille que mon père aimait assez pour me protéger de gens comme vous. » Et sur ces paroles, il partit sans regarder en arrière. Et puis, il n'y avait que Sarah et l'avocat dans la salle silencieuse. « Votre père était un homme extraordinaire, » dit l'avocat gentiment. « Il est venu à mon cabinet il y a 15 ans, déterminé à créer un plan qui assurerait votre protection. Il a dit que vous étiez différente des autres. Il a dit que vous aviez du cœur. » Sarah essuya les larmes. « Je ne savais pas. Il ne me l'a jamais dit. Il voulait que vous viviez librement, sans le poids de savoir. Mais il voulait aussi s'assurer que, quand le moment viendrait, vous seriez en sécurité. » L'avocat lui remit une pile de documents, des actes, des relevés bancaires, des certificats d'investissement, toute la preuve tangible qu'elle ne rêvait pas. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda-t-il. Sarah regarda par la fenêtre du bureau. Dehors, le ciel était dégagé et bleu. Pour la première fois en plusieurs semaines, elle se permit d'imaginer l'avenir. « Je rentre à la maison, » dit-elle. « Je vais retourner à la ferme. Je vais m'occuper de la terre comme mon père l'aurait fait. Et je vais vivre la vie qu'il a voulu pour moi. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. Au cours des semaines suivantes, Sarah a déménagé en permanence à la ferme. Elle a embauché un bon gestionnaire, quelqu'un qui aimait la terre autant qu'elle. Elle a investi une partie de l'argent pour moderniser l'équipement, améliorer les installations pour les animaux, créer des systèmes d'agriculture durable. Mais plus important que tout cela, elle a trouvé la paix. Il y avait quelque chose de profondément guérisseur à se réveiller au son des oiseaux, à marcher dans les champs que son grand-père avait cultivés, à toucher la terre qui portait 3 générations d'histoire de sa famille. La ferme n'était pas seulement une propriété, c'était une identité. C'était l'appartenance, c'était la maison. Elle n'adressa jamais plus la parole à Julien, à ses cousins, ni à l'oncle Henri. Ils tentèrent bien de l'appeler quelquefois au début, avec de faibles excuses et des demandes à peine voilées d'argent. Mais Sarah avait appris la leçon la plus importante. Certaines personnes ne méritent pas une place dans votre vie, même si elles partagent votre sang. La vraie famille n'est pas définie par l'ADN. Elle est définie par l'amour, le respect et la présence authentique. 6 mois plus tard, Sarah était dans la grange quand elle aperçut une voiture inconnue remonter l'allée de terre. Son premier réflexe fut la tension, se souvenant des menaces de Julien. Mais lorsque le conducteur descendit, elle vit que c'était une femme d'âge moyen avec un sourire chaleureux. « Sarah Moreau ?» demanda la femme. « Oui », répondit Sarah prudemment. « Mon nom est Claire. J'ai été l'infirmière de votre père au cours des derniers mois de sa vie. » Le cœur de Sarah s'accéléra. « A-t-il beaucoup souffert ?» Claire secoua la tête. « Non, il était en paix. Et il parlait de vous constamment. Il m'a demandé de vous le remettre en main propre, mais uniquement après que tout soit réglé. » Elle remit à Sarah une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une photographie ancienne, jaunie par le temps. C'était Sarah à 5 ans, assise sur les épaules de son père, tous deux riant tandis qu'ils marchaient dans les champs. Au verso, dans son écriture familière, était écrit « Ma plus grande richesse ». Sarah serra la photographie contre sa poitrine et pleura. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude. Son père lui avait donné bien plus que de l'argent ou de la terre. Il lui avait donné la leçon la plus précieuse de toutes. Que la vraie valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans la façon dont elle traite les autres. Dans la façon dont elle se tient face à l'adversité. Dans la façon dont elle choisit de vivre avec intégrité même quand personne ne regarde. Aujourd'hui, Sarah vit toujours à la ferme. Elle a créé un programme pour les jeunes de la communauté afin d'apprendre l'agriculture durable.
Une partie de sa richesse a été investie dans des bourses d'études pour les enfants qui, comme elle, ont perdu leurs parents tôt. Elle a trouvé un but non pas dans la vengeance, mais dans la générosité. Pas dans l'amertume, mais dans la construction de quelque chose de significatif. Et chaque fois que quelqu'un lui demande comment elle a surmonté ces jours sombres où sa famille a essayé de tout lui voler, Sarah sourit et dit « C'est alors que j'ai compris que la véritable protection vient de l'amour, non de la peur, et que les plans les plus puissants sont ceux conçus avec sagesse et exécutés dans le silence. » L'histoire de Sarah nous enseigne quelque chose de profond sur la nature humaine. La cupidité peut aveugler les gens sur ce qui compte vraiment. Elle peut transformer les frères en ennemis, transformer les maisons en champs de bataille. Mais elle nous enseigne aussi que la vraie sagesse agit souvent dans l'ombre. Le père de Sarah ne s'est pas vanté de sa richesse. Il ne l'a pas affichée. Il n'a pas utilisé l'argent pour contrôler ou manipuler. Au lieu de cela, il a construit un bouclier invisible de protection qui ne s'est révélé que quand sa fille en avait le plus besoin. C'est l'amour paternel sous sa forme la plus pure. Et il y a une autre leçon ici, peut-être encore plus importante. La différence entre la valeur intrinsèque et la valeur perçue. La famille de Sarah la voyait comme un fardeau, comme quelqu'un sans importance. Ils mesuraient sa valeur selon son utilité, selon ce qu'elle pouvait faire pour eux. Mais son père avait toujours su reconnaître sa véritable valeur, celle qui ne s'inscrit jamais dans les relevés bancaires. Il a vu la bonté où d'autres ont vu la faiblesse. Il a vu l'intégrité où d'autres ont vu l'ingénuité. Il a vu la force où d'autres ont vu la vulnérabilité. En la protégeant, il n'a pas seulement assuré son avenir financier. Il a affirmé sa dignité. Par-delà le temps et même de l'autre côté de la mort, il lui a transmis ce message. Tu comptes, tu as de la valeur, et cette valeur n'a besoin de l'approbation de personne. Combien d'entre nous avons besoin d'entendre cela? Combien d'entre nous passons toute notre vie à chercher la validation de personnes qui ne pourront jamais voir notre vraie valeur? L'histoire de Sarah nous rappelle que les gens que nous aimons le plus nous protègent souvent de façon que nous ne comprenons que des années plus tard. Parfois, le plus grand cadeau n'est pas ce que nous pouvons voir ou toucher, mais la sagesse incorporée dans les décisions prises en silence. Parfois, le plus grand cadeau n'est pas ce que nous pouvons voir ou toucher, mais la sagesse incorporée dans les décisions prises en silence. Alors, si vous traversez un moment difficile, si vous sentez que personne ne voit votre valeur, si vous êtes traité comme si vous étiez jetable, rappelez-vous ceci, votre valeur n'est pas déterminée par le manque de vision des autres. Vous avez une valeur intrinsèque, inaliénable, qui existe indépendamment de toute reconnaissance externe. Et un jour, comme Sarah, vous découvrirez peut-être que quelqu'un a vu votre valeur tout le temps, quelqu'un travaillait en coulisses, préparant votre protection, plantant des graines d'espoir qui fleuriront exactement quand vous en aurez le plus besoin. La ferme de Sarah continue de prospérer. Les champs verts s'étendent jusqu'à l'horizon, le bétail paît tranquillement, et le son du vent dans les arbres chante la même chanson qu'il chantait pour son père et son grand-père avant lui. Et tous les soirs, avant de s'endormir, Sarah regarde cette vieille photographie de son père. « Merci papa », murmure-t-elle, « de m'avoir vraiment vu, de m'avoir protégé, de m'avoir enseigné que la vraie richesse réside dans vivre avec cœur. Et de quelque part au-delà de la portée de nos sens, peut-être seulement, un père sourit, car son plus grand investissement n'a pas été mesuré en dollars, il a été mesuré en amour. Et ce type de richesse ne se déprécie jamais, ne se perd jamais, ne meurt jamais. Elle se multiplie simplement, génération après génération, touchant même ceux qui n'ont jamais connu l'homme qui l'a planté. C'est le vrai héritage. Et c'est la leçon que nous devons tous porter. Protégez ceux que vous aimez, non seulement avec des ressources, mais avec la sagesse. Voyez les gens pour ce qu'ils sont, non pour ce qu'ils possèdent. Et comprenez que le plus grand héritage que vous pouvez laisser n'est pas ce qui est à la banque, mais ce qui est dans le cœur de ceux que vous avez touchés. Sarah l'a appris de la manière la plus difficile et la plus belle possible. Et son histoire continue de résonner, preuve vivante que l'amour, la sagesse et la planification attentive peuvent créer des miracles qui transcendent même les frontières de la mort.